Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour démarrer l'année 2022, j'avais envie de vous parler d'une valeur et d'une compétence en management qui me tient à cœur, la transparence. Je n'avais pas encore rencontré la bonne personne jusqu'ici pour aborder ce sujet, et parfois il faut savoir se laisser guider par la vie et par les rencontres. C'est au détour d'une conversation avec Annabelle Bignon, la cofondatrice de Maria Schools, que nous avons, sans le vouloir, parlé de transparence, et son approche m'a beaucoup plu, alors je l'ai invitée à témoigner sur Chef. La première chose qui m'a plu chez Annabelle, c'est qu'elle a cette qualité, assez rare je dois dire, à prendre de la hauteur sur les sujets, à donner une vision, et en même temps à être très concrète dans ses explications et avec des exemples d'action bien précis. Avec Annabelle, j'ai cherché à savoir pourquoi la transparence était une valeur importante pour elle, qu'est-ce que ça lui apporte en tant que manager et chef d'entreprise, dans quelle situation elle applique la transparence, comment elle a appris aussi à être transparente, et enfin quelles sont les pratiques très concrètes qu'elle a mises en place dans son entreprise. Nous avons parlé de gestion des départs, qui est quand même un sujet très touchy, notamment pour des petites équipes très soudées. Nous avons aussi parlé un peu de rémunération, de feedback. Annabelle, je vous l'ai dit, elle est la cofondatrice de Maria Schools. Maria Schools, c'est vulgairement un organisme de formation, mais c'est bien plus que ça. C'est des écoles qui forment les collaborateurs de manière innovante et avec une vision de l'entreprise très humaniste. Donc avec Annabelle, nous avons aussi parlé de formation en début d'épisode. Je vous laisse écouter ma conversation avec Annabelle Bignon. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous, à des jeunes managers par exemple, car cet épisode est très déculpabilisant pour eux, à votre équipe peut-être, avec qui vous voulez installer plus de transparence, ou peut-être à votre RH qui s'occupe des programmes de formation. Je vous invite aussi à vous abonner et à laisser un commentaire et une note sur votre application de podcast préférée. Cela m'aide énormément à faire connaître Chef. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve en fin d'épisode pour le débrief. Bonjour Annabelle, bienvenue sur Chef. Salut Sophie, merci de m'accueillir. Merci à toi de m'accueillir, on est dans vos superbes locaux de Maria Schools, dans le 2e arrondissement, avec plein de couleurs et beaucoup de chaleur. Alors Annabelle, tu es la cofondatrice de Maria Schools, qui est un campus d'école qui forme l'avant-garde des collaborateurs. Tu vas peut-être nous expliquer ce que c'est que l'avant-garde des collaborateurs, mais ce qui est écrit sur votre site internet, c'est ceux qui apprennent tout au long de leur vie. On a plusieurs points communs. Déjà, on a commencé toutes les deux notre carrière dans le conseil, et ensuite on a un objectif similaire, à savoir impacter et transformer le capital humain des entreprises. Donc toi par la formation et moi par le podcast. Dans cet épisode, on va parler un peu de formation, qui est ton cœur de métier et le cœur de métier de Maria Schools, de ton rôle de chef d'entreprise, de tes valeurs de management, et même plus particulièrement de la transparence comme pratique de management. T'es OK avec ce programme ? C'est parfait, ça me va bien. Donc pour démarrer, quand tu dis et quand vous dites chez Maria Schools que vous transformez le capital humain, qu'est-ce que ça veut dire ? Et deuxième question qui est liée, pourquoi toi, tu t'es engagée dans cette voie ? Je pense que je vais répondre à la deuxième, parce qu'on dit toujours start with why. Donc le pourquoi, c'est... comme tu le disais, j'ai travaillé en conseil. J'ai ensuite travaillé au sein d'un incubateur, accélérateur de start-up, et toujours en lien avec les grands groupes, avec les entreprises aujourd'hui dites traditionnelles. Et en fait, ce que je remarquais à chaque fois, c'est que tu mènes des plans de transformation. On n'arrête pas de parler des transformations, de l'innovation, du fait qu'il faut s'adapter à notre monde, qui arrête pas de changer, etc. Et on peut investir tout ce qu'on veut dans la tech, l'IT,
On peut investir tout ce qu'on veut en se disant le rythme d'innovation est très fort, donc je vais investir dans les startups, les racheter, et ça me permettra de me maintenir à niveau. En fait, je pense que le secret, ou en tout cas le levier de réussite des entreprises, le levier de réussite de toute cette transformation, elle est humaine avant tout. Est-ce que les humains qui composent l'entreprise et qui donc font l'entreprise, parce que l'entreprise est un corps vivant, acceptent d'utiliser cette tech, le veulent, comprennent pourquoi, et en fait avec des humains et un capital humain qui est en accord avec le monde d'aujourd'hui, qui comprend comme dans sa vie privée à quel point la tech peut être un levier au service du consommateur, au service de son travail, au service de quelque chose, et pas la tech pour la tech entre guillemets. À ce moment-là, on peut réussir à transformer, à être à l'aise et à continuer, si on est une entreprise leader, à être leader sur son marché. Donc pour moi, je parle de transformation humaine sur le côté, c'est en fait l'humain qui décide, qui a la main sur ce qu'on fait de l'entreprise, sur ce qu'il a envie de faire aussi de sa carrière, etc. Et donc je pense que le levier de réussite pour les entreprises, c'est ce fameux capital humain. Et c'est lui qui va décider derrière ou pas de la performance, d'utiliser les outils, de faire tout ça. Ok. C'est très clair et ça fait le lien avec mes réflexions là en ce moment sur Chef où je rencontre plusieurs personnes, des conseillers un peu en gestion d'entreprise et qui me disent mais il faut absolument que tu amènes de la tech dans ton business de podcast. C'est pas une évidence pour moi. Alors d'un côté, j'aurais très envie parce que je me dis oui, pourquoi pas être une start-up où le monde de la tech fait rêver, mais en fait dans ce que j'essaye de faire, c'est avant tout de mettre des collaborateurs en valeur pour accompagner les transformations des entreprises et je vois peut-être qu'un jour ça sera une évidence qu'il y a de la tech qui doit venir, mais pour l'instant ça l'est pas, donc je me dis que je réfléchis si les auditeurs ont des bonnes idées qui m'en parlent, mais en tout cas je rejoins pas mal ce que tu dis. La tech elle est sous-jacente, enfin elle doit t'aider à réussir à servir le plus grand nombre de personnes avec un niveau de qualité qui est toujours supérieur. Et pour ça la tech c'est impressionnant à quel point ça nous aide, mais elle ne doit pas précéder le fait de tester des choses. En fait, pour moi, tu fais d'abord les choses à la main, tu comprends tes utilisateurs, tu comprends de quoi ils ont besoin, tu comprends plein de choses, tu avances, tu as déjà de l'impact, et à ce moment-là, la tech, elle vient accélérer et permettre de le faire à grande échelle. Mais elle n'est pas au commencement. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, je comprends. Alors justement, chez Maria Schools, donc il y a bien un S à Schools parce que vous avez plusieurs écoles. Vous avez Lyon pour s'initier aux compétences de l'ère digitale. Vous avez Hero ou Hero, ça dépend si tu le dis en français ou en anglais, mais qui dispense un programme de formation de creative writing et de création de podcasts. Et vous avez Maestro qui forme la prochaine génération de product managers. Donc trois compétences, 3 métiers, même 3 nouveaux métiers, ou en tout cas 3 sphères de nouveaux métiers quand même pour les entreprises d'aujourd'hui. Pourquoi vous avez sélectionné ces métiers-là et quels enjeux tu vois pour les entreprises à développer ces compétences-là? En fait, on a chez Maria Schools l'ambition d'accompagner les collaborateurs tout au long de leur vie. Un peu se dire que aujourd'hui une compétence, alors on disait que elle pouvait durer 20 ans il y a 10 ans, aujourd'hui elle dure 5 ans et je crois que même on est passé à 3 ans. Sur une fois que tu apprends une compétence, elle est obsolète en fait rapidement. Et en fait je pense qu'il y a eu un espèce un grand changement de paradigme avec ce monde numérique qui est que on est passé d'un monde où le pouvoir il était de savoir. J'étais un sachant, je montais tous les grades de l'entreprise et je détenais l'information, information égale pouvoir, d'où le fait que je pouvais la partager qu'avec parcimonie parce que comme ça je pouvais garder une partie du pouvoir, et puis savoir, ça représentait un peu tout ce qu'on attendait tous, quoi. Et aujourd'hui, le numérique a fait que le savoir il est dans nos téléphones portables, il est sur les ordinateurs, il est partout. Il est aujourd'hui, on dit bien que il est dans la main des consommateurs face à l'entreprise, etc. Et je pense que du coup, la force aujourd'hui, elle est pour tous les collaborateurs, pour toutes les entreprises, dans ceux qui ont compris que c'était le pouvoir, il était d'apprendre.
Et en fait, ce qu'on veut, c'est, chez Maria Schools, c'est donner à tout le monde les armes, les aptitudes, les compétences, les états d'esprit qui vont permettre d'apprendre tout au long de sa vie. Et pour ça, on va évidemment se dire que on va se baser sur le monde comme il est aujourd'hui, donc un monde résolument numérique, qui a des nouveaux métiers, des nouvelles mentalités, des nouvelles compétences, et qui demande d'apprendre, de réapprendre, de désapprendre en permanence. Et comment je suis à l'aise là-dedans. Et du coup, chacune de nos écoles vient en fonction des besoins qu'on voit sur le marché. Pour de vrai, on est toujours à l'affût des demandes des collaborateurs qui viennent se former, des entreprises avec lesquelles on part tous les jours, des tendances qu'on voit, et on va franchement de manière pas scientifique, mais de manière assez chiffrée, se rendre compte que tel métier est pénurique, qu'il y a telle nouvelle manière de communiquer, et il y a telle mentalité qui sont en train d'être les plus importantes aujourd'hui pour s'épanouir, avoir la main sur sa carrière et être libre finalement, parce que c'est ça ce qu'on va chercher chez Maria School, c'est à rendre les individus libres. Pourquoi ça s'appelle Maria School? Ça s'appelle Maria pour Maria Montessori. On aimerait réussir à ce qu'elle a fait sur les enfants, Maria Montessori, l'autonomie, viser la liberté, le faire sur les adultes, et te dire que t'es employable toute ta vie une fois que t'es dans les communautés Maria. Et en fait, chacune de nos écoles vient aborder un problème du moment que peuvent rencontrer les entreprises. On a besoin d'individus qui sont dans une attitude d'apprentissage permanente, de tests, etc. Ils viennent se former chez Lyon. On a besoin d'individus qui ont compris que la communication avait changé, qu'on ne parlait plus de la même manière, que les histoires ont leur importance. On va chez Hero. Et on a besoin d'individus qui résonne avec des cycles qui sont assez différents dans les projets, qui est ce qui a été amené par le product management. Sachant que le product management est un métier en fait pénurique aujourd'hui. On a besoin de plus en plus il n'existe plus d'entreprise qui n'a pas au moins un site internet ou une application, et du coup les product managers c'est un métier de plus en plus demandé, et c'est comme ça que chez Maria Schools on va à chaque fois construire des programmes en fonction des besoins du marché. Ok. Est-ce que j'ai tort si je dis que si une entreprise n'a pas un besoin dont tu parles, ou ne forme pas ses collaborateurs sur une des compétences dont tu parles, ils doivent s'interroger sur la pertinence de leur plan de formation? C'est très rare. Je pense qu'ils forment tous au moins sur un des sujets sur lesquels on forme, parce qu'on forme vraiment en fonction des besoins des entreprises. Donc oui, ils devraient s'interroger, mais je pense que les entreprises ont compris que la formation est un levier de réussite de leur transformation. Et aujourd'hui, on n'a plus de plan de transformation qui va durer 5 ans, puis après c'est fini. Je pense que en fait, moi j'aime bien cette phrase qui est You can stop the waves, but you can learn to surf. Donc on peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est les vagues et pas la vague. Et qu'en fait, le changement, il est permanent, il est tout le temps, c'est la nouvelle norme. Le Covid là-dessus a été pour moi une bonne leçon d'humilité. Le tsunami. Exactement. Et en fait, la compréhension que effectivement, tout est imprévisible. Et effectivement, il va falloir vivre dans un monde dans lequel la grande force, elle va être d'apprendre, d'être adaptable. Et à partir de là, on comprend à quel point la formation change la donne. Et du coup, c'est comment on fait comprendre aux entreprises et même à tous les individus que se former tout au long de la vie, c'est super important. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tu l'as bien prononcé, on a mis Maria Schools, on utilise des mots anglais, mais pour de vrai, c'est les écoles. Et parfois, il y a des gens qui me disent, pourquoi t'appelles ça une école? C'est des organismes de formation. Alors moi, je déteste le mot formation, parce que qui dit formation dit formatage. Or, on veut faire tout le contraire. Et je pense que ce qu'il y a de bien dans le mot école, c'est le côté communauté, c'est le côté j'ai le droit d'être dans un lieu dans lequel je fais des erreurs, dans lequel j'expérimente, dans lequel je tente, et que nous, adultes, quand on prononce le mot école, on devrait penser à nous, et qu'on arrête de penser soit à notre extrême jeunesse, soit à nos enfants. Et je pense que c'est super important aussi de comprendre que en fait on va avoir des chemins de carrière pas du tout linéaires. On va se planter, on va continuer, on va changer, et en fait pouvoir s'appuyer sur une communauté
parce que c'est la communauté, c'est au cœur de notre proposition de valeur de formation, c'est de se dire que tu apprends avec des gens, par des exemples, par du concret, et qu'en fait il y a plus tout à fait de vérité. On va pas te donner une vérité pédagogique, c'est comme ça et puis tu l'appliques. On va plutôt te montrer plein de manières de faire. On n'a pas de prof dans aucune des écoles de Maria School, dans aucun des programmes. On n'a que des individus qui viennent du terrain et qui partagent les écueils dans lesquels eux-mêmes sont déjà tombés, qui partagent leur succès évidemment, et qui du coup t'amènent à te dire en fait si lui il a fait ça, si elle a fait ça, mais moi aussi je peux le faire. Du coup déjà ça désacralise des choses sur lesquelles parfois le monde du numérique, on se dit oh là là c'est pas pour moi, il faut que je sois un tech, ou c'est pas pour moi ça, je vais rien comprendre. Puis on voit quelqu'un qui en fait est comme nous, a compris, a mis les mains dans le cambouis, et du coup ça rassure. Et puis en plus d'apprendre autour de gens, de faire partie d'une promotion, d'une communauté, on se rend compte que y a plein d'individus qui se posent les mêmes questions que nous, qui vivent parfois les mêmes galères et qui ont envie d'apprendre, et ça permet de lâcher les armes pour se dire ah ouais, ok, en fait c'est vrai, je suis quelqu'un qui apprend, donc du coup je suis quelqu'un qui accepte qu'elle ne sait pas. Et ça c'est pas si facile comme posture, et du coup c'est beaucoup plus facile de l'avoir dans une école, dans une communauté, et de se dire tous ensemble on apprend et on est détendu sur le fait de se dire ouais c'est vrai que je sais pas faire. Merci. J'avais pas prévu qu'on parle autant de formation, mais ça me passionne. mais déjà ça te passionne, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ta vision assez nouvelle et humaniste en fait de la formation en entreprise. On en tire aussi pas mal de leçons de management sur la manière d'animer ses équipes pour qu'elles apprennent, de créer des communautés apprenantes au sein des entreprises. C'est super important. Juste une chose, après, promis, on parle de management, mais ça va avec, c'est que tu l'as dit au début en introduction, c'est que t'es arrivé chez Maria et c'est vrai que c'est très joli, il y a plein de couleurs. On a voulu que ça ressemble à une maison, que les gens s'y sentent bien, parce que ce qu'on fait dans toutes les écoles de Maria et chez Maria Schools en général, c'est que on va parler aux individus, on veut parler à leur cœur, à leur corps et à leur tête. Et pour nous, c'est le trio des trois qui marche, d'où le fait qu'il faut se sentir bien dans un lieu. Et même quand on va en ligne, tu rentres dans un univers, on va faire toujours en sorte de t'accueillir et que tu te sentes dans un endroit assez particulier dans lequel tu peux aussi lâcher prise. Quand on dit qu'on veut parler au cœur, c'est que il faut aussi pouvoir décaler ces espèces de aha moments qui te font réfléchir, d'où le fait que c'est des rencontres avec des gens aussi, des profs qui sont pas des profs, que tu vas mettre beaucoup en pratique. Parce qu'en fait, la théorie, elle est utile évidemment pour comprendre au début, mais il faut ensuite mettre en pratique en permanence. Et donc c'est toujours cette espèce de trio pour nous qui est en fait fondamental, puisqu'on parle de transformation humaine quand même. On parle de comment je continue à apprendre, comment je désapprends pour réapprendre quelque chose, comment en fait je surfe ces espèces de vagues permanentes qui sont parfois compliquées à appréhender. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant de management. T'as créé avec ton associé Agnès, donc cet organisme de formation Maria Schools, donc ces écoles. Et vous avez des équipes, puisque maintenant c'est vraiment une entreprise. D'ailleurs, Maria Schools, c'est combien de collaborateurs ? C'est une 20aine de collaborateurs. Ok. J'ai une question rituelle que je pose à tous mes invités, que je veux te poser. C'est quel chef es-tu, Annabelle ? J'aime bien cette question parce que dans ma tête, je me dis, est-ce que je réponds à quel chef j'aimerais être ou à quel chef je suis ? Les deux, c'est possible. Les deux. Quel chef je suis, je pense un chef assez naturel qui va considérer que sa force va venir aussi du fait qu'elle va assumer avec ses équipes, qu'elle apprend avec eux. Et du coup, je pense que je suis aussi très exigeante, parce que ce qui va avec le fait d'assumer ses vulnérabilités, qu'on ne sait pas forcément, qu'on est en train d'apprendre, demande aussi de toujours viser haut et fort. Donc je dirais que je suis une chef qui est exigeante. J'ai demandé à des personnes avec qui je travaille en disant, je crois qu'on va me demander quel chef je suis, tu dirais quoi ? Et direct, elles m'ont regardé, on dit ferme. Je dis ah bon ? Et en fait, je dis mais pourquoi ? Et ils me disent parce que t'es très exigeante envers toi-même et envers tout le monde. Et je pense que le côté on assume, enfin j'assume assez qui je suis, je pense. Je dis les choses. D'ailleurs, je sais qu'on va parler de transparence après. Et du coup, demande derrière. Bon ok, on assume ça. Mais du coup, on va chercher toujours à faire ce qu'on fait de la meilleure manière possible, quoi. Ok.
Et quel chef tu aimerais être? Est-ce que c'est la même chose? Ouais, non, bah évidemment. Je pense que là où j'aimerais encore plus aller et être, pour moi le plus important et ce qui me guide, alors j'espère que je le suis quand même un peu, c'est toujours me dire donner l'exemple, lead by example. Et ça pour moi c'est un truc qui reste. J'ose espérer que je le suis quand même. Je mets beaucoup encore les mains dans le cambouis pour montrer que on est un organisme de formation, donc c'est un métier parfois difficile sur le côté très opérationnel de la chose, et aussi être dans laisser de la liberté, de l'autonomie, tout en cadrant. Et donc en fait c'est guider, cadrer, tout en laissant libre. Ça c'est pour moi des choses qui me guident dans le manager que j'ai envie d'être. Ok. Quand on a préparé un peu l'interview, une des valeurs que j'ai ressenties très forte chez toi, c'est la transparence dans ta relation avec tes équipes, dans ta manière de les animer. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est une notion qui est importante pour toi et peut-être comment tu l'appliques au quotidien? Ouais, alors pourquoi c'est important? Parce que je pense que j'ai la chance peut-être, j'aime pas les non-dits. Je trouve que ça vient enrayer des roues et que du coup ça empêche la fluidité. Pourquoi c'est important pour moi aussi le fait de dire les choses, d'être transparent dans ce qui se passe, etc. C'est que pour deux raisons. Quand je dis que j'aime pas les non-dits, c'est que je trouve que parfois, dans les entreprises, peut y avoir un peu, moi j'appelle ça l'ambiance, les coules du fond du bus. Ça veut dire, on se parle entre nous, on a dit les choses et on apprend 15 jours plus tard qu'il y a une espèce de bruit de couloir sur plein de choses. Et je pense que ces bruits de couloir, ils peuvent être totalement évités, surtout dans une entreprise à une vingtaine de personnes. Je dis pas que ça sera toujours possible de le contrer, mais en fait, il faut inviter au dialogue, inviter à le dire, et surtout pas être regarde un tel il a dit ça et puis que commence à s'installer ça. Pour moi c'est quelque chose que j'ai mais en horreur même dans les relations sociales. Donc je voulais surtout pas que ça se passe dans l'entreprise que je crée. Pour moi ça aurait été totalement antinomique avec qui je suis en fait. Et après la deuxième chose c'est que quand on crée une entreprise on n'est pas nombreux du tout. Et puis on grandit au fur et à mesure, donc on commence, on est 2, puis 3, puis 4, puis on reste 4 longtemps, puis tout d'un coup il y a une dizaine de personnes, puis 15, puis on va grossir. Et donc au début c'est super facile pour de vrai la transparence. Pour début, en fait on partage tout avec les premiers employés, et en fait c'est au fur et à mesure qu'on comprend. Enfin en tout cas pour moi c'était facile parce que c'est mon caractère de dire les choses. C'est, je trouve que c'est une manière d'embarquer ses collaborateurs que de dire voilà ce qui est en train de se passer, voilà les difficultés, voilà. Et ensuite c'est un savant équilibre entre dire mais ne pas affoler, dire mais ne pas inquiéter, et dire pour motiver en fait aussi. Et il faut savoir un peu faire le tri. Et je pense que là moi où je dois progresser, et j'espère que j'ai déjà un peu progressé, c'est que j'ai appris à dire les choses en mettant des filtres, alors qu'avant je disais tout sans filtre. Et qu'en fait il faut comprendre que parfois on peut inquiéter. Des choses qui nous inquiètent pas, il reste X mois de cash, trucs comme ça, comprendre à qui on parle, à quel moment on le dit, et expliquer derrière, plutôt que de dire les choses un peu de manière abrupte que j'avais tendance à faire et que j'ai tendance à moins faire, et avoir compris que en fait le rôle aussi de manager c'est de savoir dire avec le bon dosage et pour toujours motiver, et pas en fait donner son stress. On n'est pas là pour ça, au contraire il faut le retenir. Oui, c'est envelopper un peu, ou pas envelopper, mais arrondir un peu la communication pour que ça soit audible et bien reçu et pas trop violent. Exactement. Alors, tu as commencé à nous donner quelques exemples. Dans quel moment, pour toi, c'est très important d'être transparent? Tu nous disais, par exemple, sur la trésorerie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a quelques moments clés dans les entreprises où il faut de la transparence. En fait, la transparence quotidienne sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle dit client et tout, pour moi, elle est hyper facile en fait. Il faut que toutes les équipes soient transparentes sur ce qui se passe, même les difficultés, tel client a pas été content, etc. Pour moi, celle-là, elle est facile. La transparence plus difficile, ça va être le départ de quelqu'un, typiquement. Il y a quelqu'un qui part, très apprécié dans la boîte, comment on le gère, ou au contraire, quelqu'un très apprécié dans la boîte dont tu veux te séparer. Et donc là, pareil, comment on le gère. Et je pense que ça, c'est des transparences. Moi, honnêtement, je les ai apprises. Ça m'est arrivé de pas être transparent. On a eu, il y a longtemps maintenant, il y a 2 ans, un départ qui était difficile.
où la personne comprenait pas pourquoi on lui demandait de partir. Enfin, ça a été du mauvais management de A à Z, parce que pour qu'une personne comprenne pas pourquoi on demande de partir, c'est que ça se passe, enfin, c'est qu'on a raté notre job. Parce que normalement, la personne de dire, oui, effectivement, ça ne va plus parce qu'on a tellement bien communiqué. Donc du coup, ça a été un apprentissage de tous les côtés. Un cas d'école fort qui permet aussi de pas reproduire les erreurs. Et là, ce qui s'était passé avec les équipes, c'est qu'il y avait eu effectivement des bruits de couloir. Ah, mais ça se fait pas. Ah, mais pourquoi, etc. Et du coup, on avait pris un moment que en interne, on avait appelé le devoir de s'asseoir. Et du coup, on s'est assis. On était moins nombreux à l'époque. On s'est assis tous et on a ouvert le dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça vous fait dire? Qu'est-ce qu'on peut vous raconter? Comment on peut désamorcer cette espèce de situation qu'on avait sentie s'envenimer? Et ça, c'était... et depuis, je pense que ça m'a appris à gérer les départs et on en parle de manière hyper transparente. On prévient tout le monde. Et il y a plus du tout, pour l'instant, je dis pas que ça se reproduira pas, en tout cas de sujets là-dessus qui nous ont été remontés. Je l'ai plus vu parce qu'on essaie de le gérer. Et typiquement maintenant, on fait des départs de chacun, des opportunités pour faire des bilans, pour faire des fêtes avec l'équipe, pour expliquer ce qui se passe et rendre ce moment particulier. Hein. Ah il y a quelqu'un qui part, ça veut dire qu'il y a mieux ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on pourrait se dire, etc. Et du coup expliquer que c'est super pour le collaborateur qui part, évidemment. C'est sûrement pour une bonne opportunité si c'est lui, si c'est nous, expliquer que de toute façon ça matchait pas et qu'en fait c'est bon pour les deux. Enfin en fait, à partir du moment où on a compris que parler, répondre à toutes les questions allait en fait permettre que tout soit plus fluide. Oh là, ça fait du bien. Ça m'intéresse ce que tu dis sur les départs, parce qu'en plus moi j'ai évolué dans des environnements où les départs étaient un peu tabous ou ont été tabous. Juste avant d'enregistrer, tu m'expliquais un peu ton rapport au départ. Je veux bien que tu nous le réexpliques là face micro. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tant que manager et chef d'entreprise, le départ d'un collaborateur? Pour de vrai, c'est jamais facile. Un départ, que ce soit volontaire ou pas volontaire, souvent franchement, ça fait un peu mal au cœur, quoi. Mais moi derrière, j'ai toujours une autre chose, c'est je veux que mon entreprise, quoi qu'il arrive, représente un tremplin pour le collaborateur. Et du coup, quelqu'un qui part pour un truc super à côté, je vais me dire, il faut le voir bien, parce que déjà, si le départ se passe bien, derrière la personne, elle va être un ultra promoteur de la boîte. Que ce soit bien passé et que j'ai représenté, en tout cas que Maria Schools ait pu représenter pour cette personne l'opportunité d'aller trouver un job pareil, mais waouh, c'est qu'on fait bien notre job, que les gens s'épanouissent et progressent. Et du coup, ça me fait dire comment la prochaine fois, si vraiment je trouve ça dommage pour notre entreprise que la personne soit parlée, je fais pour la retenir. Mais je pense aussi que dans une entreprise start-up, donc qui évolue très très vite, il y a des gens excellents, super forts, pour lesquels on représente une manière de s'épanouir, de grandir, et qui étaient très bien à ce moment de l'entreprise où ils sont rentrés. Et au bout de 2 ans, l'entreprise a un tel autre visage que c'est peut-être pas plus mal aussi qu'elle aille. Et moi, j'adorerais me dire, pour l'instant, l'entreprise est jeune, que j'ai des gens qui vont revenir. Parce que ça s'est bien passé, donc j'essaie toujours, du coup c'est pour ça qu'on fait toujours des fêtes de départ, je fais des discours pour que la personne, on voit que c'est un moment joyeux, que ça fait partie de l'entreprise en fait. L'entreprise est un corps vivant comme je disais au début, et donc il y a des gens qui partent, qui reviennent, pour moi il faut vraiment pas le rendre tabou, et il faut essayer d'y voir, qu'est-ce qui est positif dans ce départ et comment on fait pour que ce qu'il y a de positif, ça revienne. Nous, on a quand même beaucoup de freelance avec lesquels on travaille. On a des profs qui viennent, qui sont du coup des personnes du terrain. Donc à chaque fois, je me dis il reviendra mon prof. Et voilà. Et ça, je pense que c'est à partir du moment où on arrive à en fait arrêter de le rendre personnel ce départ. Et c'est difficile quand c'est sa boîte de pas le vivre personnellement, mais en fait c'est comment on voit le verre à moitié plein. Ouais, en faire plutôt une opportunité. Et comme tu dis, j'aime bien ton exemple de on travaille avec des freelances, on travaille avec des profs. Finalement, l'entreprise c'est vivant et c'est très diversifié. Finalement, t'as des collaborateurs, t'as des clients. Des anciens collaborateurs peuvent devenir des clients, ils peuvent être freelance s'ils se lancent et s'ils ont une compétence qui vous intéresse, ils peuvent être profs demain, ils peuvent être tout un tas de choses, promoteurs à l'extérieur, etc. Et donc finalement, c'est pas parce qu'ils quittent
le statut de salarié qui quitte complètement l'environnement et la famille élargie de la boîte en fait. À t'entendre, là, je me dis en fait c'est vrai, ça, enfin un collaborateur qui part peut représenter une nouvelle opportunité. Et puis comme en plus un collaborateur qui part, c'est l'occasion de se dire pourquoi. Il y a toujours un peu l'exercice du rétroviseur. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, ok, donc du coup faut réorganiser l'équipe ou pas, etc. Et en fait c'est aussi à chaque fois une occasion d'apprendre, hein. La transparence, tu l'as dit, c'est plutôt une compétence, je trouve, qui s'acquiert. On peut avoir des prédispositions, on peut aimer ça, on peut être plus cash, ne pas aimer les non-dits. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment les non-dits, mais Oui. voilà, on peut peut-être avoir plus de facilité à dire les choses, mais la manière de les dire, savoir ce qu'il faut dire, je trouve que c'est une vraie compétence qui s'apprend en management. Toi, quelle est ton expérience sur ce sujet-là? Comment tu as appris peut-être les difficultés auxquelles tu as été confronté, les leçons que tu as tirées de ces difficultés? Tu nous as dit, par exemple, que vous aviez mal géré un départ. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments un peu marquants qui ont forgé la manière dont aujourd'hui tu es transparente avec tes équipes? Ouais, il y a deux choses sur lesquelles évidemment il y a eu des moments. La première, c'est le jour où j'ai entendu sur des bruits de couloir, j'ai appris que un tel, on lui avait donné une augmentation et qu'il y a eu je sais pas quoi, donc il y a eu les sujets des salaires, ou à telle réunion, on m'a pas laissé parler. Et là, j'apprends qu'il y a des choses comme ça, et là je me dis il y a un problème, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on essaie de faire. Et donc je pense que il y a non seulement être transparent, mais apprendre aux autres à l'être. Et apprendre aux autres à l'être, ça veut dire laisser la parole, ça veut dire interroger, et ça veut dire savoir poser des questions. Et toi, tu en penses quoi? J'ai l'impression que demander du feedback en permanence. Nous, on a pris l'habitude de terminer nos meetings en disant qu'est-ce que vous en avez pensé? Et demander aussi du feedback par écrit en anonyme pour voir si des gens n'osent pas s'exprimer. Et donc ça permet au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui va me dire quelque chose après cette réunion. Ah, tu sais, j'ai trouvé. Lui dire, mais pourquoi tu l'as pas dit? Fallait le dire pendant. Et donc ça, c'est comment on instaure que ça se passe partout, à tous les niveaux, pour tout le monde. Et du coup, c'est une communication constante. Est-ce que chacun a eu le sentiment d'être écouté? Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment je peux m'améliorer? Quand on pose la question à quelqu'un comment je peux m'améliorer, il faut qu'il réponde, hein. Et donc il va falloir concrètement, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse différemment la prochaine fois? Plutôt que de dire et tu m'as trouvé bien, c'est poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire différemment. Et là la personne elle va répondre. Alors que si on l'avait mis tu m'as trouvé bien, oui, elle va pas oser. Et donc ça je pense que c'est hyper important de pas que soi-même l'être. En fait ça n'a pas OK, on est manager, on dit les choses mais et après sur la manière dont on les dit et dont on transmet l'information, alors on a la chance, mais parfois on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Nous, on fait beaucoup de formations chez Lyon notamment pour les first time managers et aussi sur le leadership. Comment je deviens un servant leader, donc un manager coach aussi au service de mes équipes. Et donc à partir de là, on a beaucoup de cours sur les feedbacks. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de s'appliquer, de demander en permanence ça, et sur dire les choses. Là en ce moment, on est en train de se rendre compte que on n'a pas de transparence des salaires, typiquement dans notre entreprise. En fait, tu te rends compte aussi que tout le monde se parle et que la transparence des salaires, t'as beau ne pas l'avoir, elle existe de fait. Et donc on s'est dit, on va prendre du temps, et on va en faire un chantier et on va réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut pour normaliser les salaires. Est-ce qu'on veut une grille, des salaires transparents? Si on fait une grille, comment on l'a fait? Et ça, c'est des chantiers, et on va expliquer à toute l'entreprise que c'est un chantier qu'on va aborder au mois de janvier, qu'on va prendre un spécialiste pour nous aider, et que on veut que ce soit un truc où du coup tout le monde est à l'aise, c'est exactement comment les choses se passent, etc. Dès qu'en fait on sent qu'il y a des zones où il n'y a pas de transparence et que ça peut être des petits grains de sable, on les aborde comme ça. On a eu ça sur le télétravail. Tout d'un coup, on a senti que ça devenait un sujet où nous, on voyait pas le sujet. Puis on disait les choses de manière un peu abrupte. Non, une journée de télétravail, ça suffit. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Et heureusement, on s'en est rendu compte grâce à ces demandes de feedback permanentes. Là, on a fait un chantier, on a fait travailler tous les gens de l'équipe. Et aujourd'hui, on avait mis en place un test jusqu'à fin octobre sur le fait qu'en fait c'était ni un droit ni un devoir ni en fait quelque chose qu'il faut demander, et que le télétravail doit être naturel, et que si tu veux en faire t'en fais, et voilà. Et en fait depuis ça se passe super bien, c'est plus un sujet, et donc voilà un peu comment on fait et on apprend. Ok. Est-ce que y a eu des moments qui toi t'ont
interrogé sur justement la manager que tu es ou que tu as envie d'être, dans tes valeurs, dans cette quête-là, ou finalement... Si, alors il y a eu plein de moments. Je pense que l'auto-évaluation est assez. En fait, moi j'aime bien. On a des valeurs d'entreprise et un peu se demander concrètement cette semaine, le mois dernier, comment j'incarne ces valeurs-là. Parce que quand on a le côté diriger en entreprise et on a le côté manager en direct. Et du coup, on se doit d'être un peu un double exemple et on n'est pas forcément évalué sur les mêmes compétences en tant que chef d'entreprise et en tant que manager direct. Et du coup, on a comme valeur chez Maria Schools typiquement human before all. Et c'est normal avec la formation, on forme des gens, on pense que la transformation est d'abord humaine. Et le human before all, ça veut dire ici, ça va être l'entraide, prendre en compte chacun, écouter, laisser la place, etc. Et ça, je pense que dans les différentes moments, justement de transparence, sur les moments où il y a eu des problèmes, sur les départs quand on avait été. Mais pour de vrai, ça fait plutôt depuis 1 an, on se débrouille mieux là-dessus, mais ça a été des moments où je me suis dit, est-ce que je suis encore dans ce human before all? Est-ce que j'ai compris que des personnes pouvaient être impactées et que moi je vois les choses pas de leur même manière? Dans ces cas-là, je suis pas là-dedans. On a aussi share passion and curiosity, et ça veut dire on doit être en veille permanente. Je disais aujourd'hui que les programmes de formation dépendent aussi des besoins. Est-ce que je vais regarder les besoins, comprendre les tendances? Est-ce que je partage à chaque fois avec les autres? Parce que si je suis plus là-dedans, comment je peux demander à des personnes de l'être? Et la dernière valeur qu'on a, c'est be bold and responsible, qui va avec l'autonomie qu'on va demander, le fait d'oser en fait. Et là-dessus, pour moi, il y a une chose sur laquelle, pour le coup, j'ai appris, et c'est quelque chose aujourd'hui que j'accueille de manière assez bien. C'est, je considère qu'on ne peut pas demander aux gens d'être bold and responsible, donc d'oser et responsable, sans accepter les échecs, sans accepter les énormes erreurs qui vont avoir lieu sur le passage, parce que comment tu peux tenter des choses et faire des choses pour la première fois sans échouer? Ça n'existe pas. Pour moi, faire égale mal faire. Et du coup, même à la fin, je demande souvent aux gens, qu'est-ce que t'as mal fait ce mois-ci? Oh, si t'as rien mal fait, est-ce que t'as osé des choses? Et ça, pour ça, et du coup, ça veut dire le moment où la personne est... Oh, là, on a eu la dernière fois quelqu'un qui a envoyé, et à nos investisseurs compris, s'est trompé de liste dans notre CRM, un mail qui commençait par Hello prénom. Et en loupant l'automatisation, en loupant la liste. Donc c'est une catastrophe pour de vrai. Enfin, c'est notre réputation qui est en jeu, c'est plein de trucs comme ça. Et la personne, elle était hyper désolée, elle a pas fait exprès, tout ce qu'on veut, mais ça veut dire à quel moment on a manqué de rigueur, à quel moment. Mais en revanche, au moment où il y a eu l'énorme problème, je suis montée au créneau, j'ai aidé, j'ai rédigé avec la personne le mail d'excuses un peu marrant sur, vous voyez, on continue à apprendre, etc. Et moi, je trouve que pour de vrai, oui, c'était un peu catastrophique, mais c'est aussi des moments où on apprend. C'est des moments où, en fait, cette personne, elle voulait tenter quelque chose. Bon, ça va pas marcher, on le saura pour la prochaine fois. Et du coup, on a mis un nouveau standard de vérification et ça se passera plus. Et ça, moi, je suis hyper à l'aise avec ça. Et je pense qu'il faut être hyper à l'aise avec faire, c'est mal faire. Ouais, j'aime bien cette manière de voir les choses. Ouais, j'essaie de temps en temps, je suis là, ouh, allez, non, c'est pas grave. Et c'est normal. Exactement. Peut-être concrètement, tu nous as parlé de feedback, en réunion. Concrètement, c'est quoi les dispositifs de transparence que vous avez mis en place chez Maria Schools? Est-ce qu'on en a des affichés sur les murs? Je suis pas complètement certaine, mais mettre une note à la fin de chaque meeting, envoyer des questionnaires à la fin de tous nos meetings. On fait un meeting mensuel avec toute l'équipe et on envoie des questionnaires pour savoir comment ils ont trouvé, si c'était bien. Anonyme, ouais. On fait des 360 anonymes, bilan annuel, où du coup t'es évalué sans savoir par qui sur tous ces sujets-là. Pour ça et par rapport à ça, vous avez, je sais pas, un outil, comment ça fonctionne? On utilise Airtable et on a surtout pour tout ça quand même, pour que cette valeur-là vive aussi, on a une personne qui a un nouveau rôle dans l'entreprise,
qui est justement de faire en sorte que ces valeurs vivent dans l'entreprise et à l'extérieur. Et du coup, c'est une des personnes de l'entreprise, c'est Zoé, qui est venue nous voir en nous disant c'est un rôle qui existe, regardez, je veux qu'il existe chez Maria School, et je veux être la personne qui l'occupe. Et ça nous permet aussi de faire vivre tout ça. Ça s'appelle comment, le rôle de Zoé? People and Culture. Donc vraiment, ça dit ce que ça dit, quoi. Et du coup, ça nous fait beaucoup de bien aussi avec Agnès d'avoir quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer pour tous les moments où on est dans l'urgence, où on sait que là, il faut de la transparence, comment on le dit, faire remonter les sujets d'équipe en permanence, être en fait dans l'écoute et avoir quelqu'un qui est aussi dédié parmi la diversité de son rôle, parce qu'elle a plein de sujets pour de vrai, à ça, c'est pour nous hyper important. Et puis évidemment, on essaie de faire des all-ends, qui est en fait le moment où tout le monde pose toutes les questions, tous les sujets sont ouverts. On n'a pas vraiment de tabou aussi. On essaie typiquement, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit pourquoi les salaires sont pas transparents. On voudrait connaître le salaire de tout le monde. Et on a donné notre avis sur le fait que pour l'instant, on se sentait pas prêt de le faire et qu'on voulait pas, et que c'était un sujet sur lequel on réfléchissait. On est très honnête sur les sujets sur lesquels on réfléchit, sur quoi on est en train d'apprendre, etc. Oui, c'est aussi, je trouve, être rôle modèle que de dire ça, c'est-à-dire, je suis humain, je suis manager, je suis chef d'entreprise, j'apprends au fur et à mesure, je sais pas ce que sera ma boîte dans 1 an, dans 2 ans, il y a un plan stratégique, mais en fait, je fais au fur et à mesure, et oui, tous les process ne sont pas idéaux comme les collaborateurs aimeraient peut-être que ça soit, mais c'est aussi les accompagner dans cette humilité que de soi-même faire preuve d'humilité par rapport à ça. Mais moi, ça a été un aha moment dans ma vie de professionnelle, dans ma carrière, si je peux dire ça comme ça. Et pourtant, j'étais toute jeune. J'étais chez Bain en conseil. Et chez Bain, on commence, c'est hyper stratifié, quoi. Tu fais 1 an de junior, 1 an d'un tout petit peu plus senior, puis tu deviens consultant, et tu te mets à manager qu'au bout d'1 an et demi, et encore, tu manages un stagiaire, etc. Je me souviens très bien, on a une réunion où donc on est les seniors, et on a des consultants en face de nous, à qui on doit parler de toutes les problématiques de management. Et je me souviens d'une consultante qui arrive, elle venait de passer consultante, ça faisait 6 mois qu'elle l'était, elle manageait 2-3 personnes, et elle arrive, elle dit, moi je voulais juste vous dire un truc, c'est que quand j'étais junior, je rêvais que mon manager fasse ça, et je lui en voulais pour ça, et je voulais ça. Et elle dit, puis là, je vous avoue que je suis consultante. C'est tellement difficile. Et elle nous regarde, elle dit, en fait, tout ce qu'on voulait, et le mettre en action alors qu'on est sous stress, qu'on est sous truc. Donc en fait, un tout petit peu se projeter dans la peau de son manager, ça fait du bien. Et je m'étais dit, mais elle a tellement raison. C'est vrai qu'on attend tellement. Et parfois, c'est un bien aussi de se rendre compte que, waouh, le rôle du manager, il est pas facile. Ouais. Et dans la partie 360, je trouve que ce qui est important, en tout cas 180, quand tu demandes à ton collaborateur de t'évaluer et de te faire un feedback, en fait, c'est aussi lui demander d'être dans un rôle d'évaluation, et c'est pas tout le temps dans un sens. Moi, j'avais pu faire ça avec mes équipes, et en leur demandant un feedback, et pour le coup, c'était pas anonyme, c'était un vrai feedback construit, etc. Et elle m'avait dit, ah oui, d'accord, non mais déjà clarifier sur ce que j'ai envie de te dire ou pas, ce qui va être pertinent ou pas, et ce qui est juste ou pas de te dire. Trouver la bonne forme, etc. Ne pas être trop longue ou ne pas être trop subjective, etc. En fait, c'est un vrai boulot. Et donc, je comprends que quand toi, tu me fais un feedback ou quand tu fais mon entretien annuel, je comprends que tu le bosses et je comprends la difficulté que c'est. Et du coup, je serais peut-être un tout petit peu moins exigeante avec toi la prochaine fois, tu vois. Exactement. Non, mais c'est pour ça que c'est un bon exercice. Ouais, on a eu les mêmes feedbacks là parce qu'on a vraiment demandé des feedbacks un peu longs, écrits. Après, nous, on a tendance à aussi beaucoup revenir sur à chaque fois comment telle personne incarne les valeurs dans la boîte. Est-ce que tu trouves des exemples pour voir où est-ce que on peut tous s'améliorer aussi par rapport à ça, et donc c'est aussi un bon exercice que de t'évaluer et de voir comment tu peux progresser en fonction de ce que je disais sur le human before all, sur la curiosité, sur la quête de l'excellence. Et ça, c'était une bonne manière pour nous d'apporter du feedback en te basant sur les valeurs. Plutôt que d'aller direct sur quand tu fais ça, non. Ok, bien noté. On arrive à la fin, Annabelle, de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour nos auditeurs et nos auditrices de chef?
Quelque chose que tu aurais aimé dire et que t'as pas eu l'occasion de dire? J'ai eu l'occasion de dire plein de choses, donc ça va. Non, la dernière chose, c'est que, un peu de la même manière que toutes les compétences, c'est que, en fait, manager, ça s'apprend. Moi j'avais trop tendance à croire que c'était inné. Soit t'es un bon manager, soit t'es un mauvais manager. Après, il y a des gens, je peux comprendre, qui vraiment ne ressentent pas aucun plaisir. Et que dans ces cas-là, il y a des voies d'experts qui peuvent exister, etc. Mais qu'en fait, à partir du moment où on a pigé que ça s'apprend, qu'on peut progresser, ça peut être hyper agréable de manager, parce qu'on voit aussi les progrès qu'on fait, et que avoir une conversation difficile, ça s'apprend, donner un feedback, ça s'apprend, comprendre où est-ce qu'il faut se situer en tant que manager dans l'aide, comment on délègue et tout, ça s'apprend. Et à partir de là, c'est aussi très rassurant, je trouve, de se dire que on peut progresser, on peut apprendre, et que du coup on peut devenir meilleur à chaque fois. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Peut-être une dernière chose, comment on fait pour suivre les aventures et se renseigner sur Maria Schools, suivre vos formations, parce que vous faites des formations en B2B mais aussi en B2C. Comment ça se passe? Effectivement, on a 3 types de programmes. On a des programmes gratuits qui sont sélectifs, auxquels on peut s'inscrire, qui ont souvent lieu les samedis et des journées où les gens sont libres. On a des programmes avec des classes auxquelles tu t'inscris, et on a des programmes pour le coup sur mesure. On va s'adresser directement à la problématique qu'a l'entreprise, et généralement on va faire levier de tout ce qu'on a appris grâce à nos écoles. Et pour tout suivre et comprendre, nos sites internet, mais aussi LinkedIn, on est très présent sur LinkedIn, avec suivre Maria Schools, Join Lion, Join Maestro et Join Hero. Et là, on partage beaucoup de contenu et en fonction de ce qui intéresse les différentes personnes. On fait plein d'événements, plein de choses, et tout est toujours relayé sur LinkedIn. Ok. Merci beaucoup, Annabelle. Merci à toi. Alors, qu'avez-vous retenu de ma conversation avec Annabelle? Ce n'était pas simple pour moi de faire une sélection de mes apprentissages, un peu comme d'habitude, vous allez me dire. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de retenir 4 points. 2 sur la transparence et 2 sur des problématiques et des pratiques un peu plus larges de management et sur la vision d'entreprise d'Annabelle. Donc les premiers points sur la transparence. Le premier concerne les départs. J'aime bien le fait de faire de chaque départ une opportunité et de voir l'écosystème au sens large et de ne pas s'arrêter à la seule notion de relation salarié-employeur. Je trouve ça très sain de voir dès le début son entreprise comme un tremplin pour la carrière de ses collaborateurs et non comme un carcan, même si le mot est dur, dans lequel on peut parfois enfermer les collaborateurs pour que surtout ils n'aillent pas voir ailleurs. Je retiens aussi la notion de notes à la fin de chaque réunion pour savoir comment les personnes autour de la table ont vécu la réunion. À titre personnel, j'ai plusieurs réunions en tête après lesquelles j'aurais bien aimé m'exprimer de manière positive sur la qualité des échanges par exemple, ou au contraire sur la posture que certains ont pris et qui m'ont gêné, sur le manque d'efficacité du groupe ou sur le manque d'écoute. Je vois bien comment cette pratique peut éviter les bruits de couloir, les frustrations, voire parfois les rancœurs, si certaines pratiques se répètent réunion après réunion. Je pense que c'est une bonne pratique pour que les communications à la fois en équipe, mais aussi en one-to-one soient plus saines. Après, petit bémol, c'est toujours pareil quand on demande un feedback, c'est de savoir accepter les critiques, et ça aussi, ça s'apprend. Ensuite, sur des pratiques de management plus larges, je retiens le fait d'accepter que faire, c'est mal faire. Et de demander à nos collaborateurs ce qu'on a mal fait ce mois-ci. Je trouve ça très déculpabilisant, plutôt rassurant. Et en tant que manager, j'ai l'impression que c'est vraiment important de partager aussi à ses équipes ce qu'on a mal fait, ce qu'on a appris et ce sur quoi on travaille en ce moment pour s'améliorer. Je suis convaincue des bienfaits du droit à l'erreur et en France, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire là-dessus. Enfin, pour terminer, j'ai beaucoup aimé la vision d'Annabelle sur l'entreprise en tant que système vivant, sur l'importance de se former tout au long de sa vie. Sa vision de l'apprentissage permanent m'a plu et m'a vraiment donné envie de passer plus de temps à apprendre encore davantage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Kenavo!